Ce samedi 15 février 2025, nous avions pris part au panel sur la paix et la cohésion sociale à partir de nos valeurs culturelles et endogènes organisé par le CIPAC de Dédougou, ayant pour modérateur M. Brahma Baro, panélistes M. Joseph Sanou et M. Parfait Ilboudo. Observons le zoom de Nao photo vidéo. Annuellement doit pouvoir s'entretenir avec le public et les usagers régulièrement. Voilà. Il se trouve qu'on évitait les regroupements à un moment donné. Voilà. Mais au fur et à mesure, on a constaté qu'on peut aisément mener nos activités et en toute quiétude. Donc on remercie très bien les forces de défense et de sécurité. Voilà, et nos BDP, on vous demande d'applaudir pour eux. Voilà, donc on est très rassurés, j'étais très content après 2 ans de pouvoir arriver à Mouna tranquillement, même en fond, j'ai revenu tranquillement. Alors, donc, sur ce, on n'avait pas fait quelque chose en 2024. Ben, il y a un habitué des SERPA qui est écrivain, qui venait de faire sortir son ouvrage, qui est un ami des SERPA. Certes, il ne vit pas au Burkina, mais lors de son passage, franchement, il nous a surpris à la sortie de ce roman. Et on a trouvé que rester point de vue dédicace à Bobo et ne pas faire connaître l'œuvre dans certaines régions du pays, ça ne sera pas intéressant, surtout que le thème est vraiment d'actualité. Alors, dans nos contextes, dans le contexte burkinabé seulement, dans le contexte même mondial, nous sommes plutôt à une saison de guerre, mais lui il fait sortir une œuvre dont le titre est une saison de paix au même moment. Alors donc ça semble très intéressant, point de vue social, point de vue littérature, et je pense qu'on a saisi l'occasion et il en est très très fier. Et d'autre part, ce qui est intéressant pour cet ouvrage, je pense qu'il y a un secteur qui ne s'intéressait pas au livre. Mais dès la dédicace, en tout cas les opérateurs économiques se sont appropriés les livres. Je pense que peut-être si la technique vous a permis, vous avez vu quelques images, je pense qu'il y a même un opérateur économique qui a déjà acheté 150 comme premier achat pour doter les bibliothèques. Et la deuxième série d'achats est en cours, voilà, parce que d'habitude, ils ne sont pas du secteur. Premier,
qu'on appelait les pages d'un voyage. On a fait un concours ici sur ce roman. Et les meilleurs sont allés à Niamologo pour la finale nationale. Madame, j'espère que vous avez eu quelque chose. Je tiens qu'elle est là. Et pas le premier a eu en tout cas une moto. Et grâce à cet auteur-là toujours. Donc cette fois-ci, on lui a dit, bon, 2024, on n'avait pas prévu. On voit que fin d'année, il y a quelque chose. Donc on a décidé de tourner à un ouvrage sous forme de panel et pour que les usagers de nos différents CELPAC puissent découvrir. Alors donc les CELPAC, certes, c'est des lieux de prêt des livres. Mais vous allez remarquer qu'il y a toujours deux salles. Tous les CELPAC doivent avoir deux salles. Il y a une salle d'animation pour qu'on puisse s'amuser sainement avec les enfants. Ça veut dire que c'est un endroit où vous avez des jeux de société, mais très éducatifs. Voilà, les jeux éducatifs qui peuvent utiliser dans ces salles. Vous avez également des activités d'animation, des séances de contes, et ainsi de suite. Parce que la lecture, ça commence dès l'enfance. Quand on atteint un certain âge, qu'on ne s'est pas habitué à la lecture, bon, ça devient une corvée. Donc, vraiment, on félicite les usagers de Tétougou. Vous voyez, cette petite unité vous fait minimum 1500 abonnés directs par an. En 2024, les statistiques que j'ai reçues, c'est impressionnant. Ça veut dire que, bon, vous avez terminé par 1800. Vous voyez l'impact des usagers sur le nombre de livres, quelle que soit la qualité du livre, ça se détruit rapidement. Donc il faut un renouvellement constant. Donc quand on a un écrivain qui cède certains exemplaires, un opérateur économique qui achète pour ajouter, on ne peut que remercier et féliciter les uns et les autres. Donc notre félicitation à l'équipe d'animation composée de 2 dames et de 2 hommes. Alors donc vous m'excusez d'avoir parlé beaucoup du CELPAC. Pour commencer donc cette présentation, j'aimerais d'abord dire un peu l'intention. L'intention, c'est de tout simplement faire le point sur quelques éléments qui ressortent à travers le livre. Ce n'est pas un résumé, c'est une lecture en tant qu'écrivain, pas en tant que critique littéraire, bien sûr. Donc, merci pour votre présence à ce panel. Et en ce qui concerne d'abord la présentation de l'auteur, je ne vais pas être long, je vais tout simplement me contenter de la 4e de couverture, que ceux qui n'ont pas le livre donc, pourront savoir un peu qui est notre auteur. Donc, M. Blaise Bazier est né le 5 avril 1967 à Thielou, dans la province du Sanguier, d'une famille paysanne. Il a fait ses études primaires à l'école publique de Ménéiri, dans la sous-préfecture de Divo, en Côte d'Ivoire. Après l'obtention du certificat d'études primaires, il fait ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, où il obtient le BEPC, ce qui lui ouvre la route de l'École nationale de santé publique, d'où il sort infirmier breveté, infirmier diplômé d'État, et puis, par la suite, attaché de santé des techniciens supérieurs en soins infirmiers et obstétricaux, option santé publique. Licencié en management des projets de développement et en communication, M. Bazier a été consultant puis chargé de mission au sein de plusieurs organisations. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dans d'autres structures du ministère de la Santé au Burkina, il est actuellement consultant international dans le domaine de la communication pour le changement social et comportemental. Il réside actuellement en RDC. Voilà, brièvement présenté l'auteur. On ne va pas entrer donc dans les détails. En ce qui concerne sa bibliographie, je vois que le modérateur est passé là-dessus. Il a 2 romans à son actif, dont le deuxième, l'œuvre récente est cette œuvre qui nous intéresse présentement. Merci pour cette. Maintenant, pour la présentation de l'œuvre elle-même, je vais me sacrifier donc à une petite tradition en tant qu'enseignant de français.
Voilà, mon statut initial, donc c'est enseignant de français, professeur de français. Nous sacrifions donc à une tradition qui consiste à nous intéresser à la première de couverture. Donc cette première de couverture nous présente donc un baobab majestueux et des éléments, j'allais dire, des instruments de musique traditionnelle. Et puis au bas de ce baobab, nous avons donc une calebasse, certainement remplie, je ne sais pas, on peut imaginer, ça c'est l'imagination qui parle, on peut penser à une calebasse de lait. Voilà, donc ces éléments pris ensemble, nous pouvons dire que le baobab qui symbolise chez nous en Afrique l'arbre à palabre sous lequel on se rassemble pour trouver des solutions à des problèmes, j'allais dire, d'ordre structurel ou d'ordre environnementaux, etc. Donc, c'est déjà une idée sur le contenu du roman pour dire que l'arbre à palabre rassemble et rassembleur. Et donc, les sages, généralement, s'y retrouvent pour analyser, pour réfléchir, pour trouver des solutions. On pourrait dire ici, en extrapolant, que c'est dans le sens de trouver une solution ou des solutions à la paix. Donc, si nous prenons le baobab qui est assez représentatif en Afrique, en ce qui concerne la sagesse, nous avons les instruments de musique, tous ces éléments mis ensemble peuvent nous ramener au fait que pour ce roman qui est intitulé Une saison de paix, pour aboutir à la saison de paix, il faut forcément recourir à nos valeurs endogènes. Tous les instruments de musique qu'on peut imaginer, la musique, disons, adoucir les mœurs, donc pour tempérer, pour adoucir, pour apaiser, on peut penser comme ça, c'est une interprétation. Et donc la calebasse qui est là, contenant de l'eau, donc pour rafraîchir, pourquoi pas, apaiser, calmer, donc tout cela dans le sens d'aboutir à la paix. Donc voilà rapidement ramassé. Alors si nous prenons le titre lui-même, Une saison de paix, pourquoi pas des saisons de paix? Eh bien, si nous rentrons dans le livre, on va y entrer, quelque part l'auteur évoque l'aspect biblique. Il est dit dans la Bible, 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un jour c'est comme 1000 ans. Une saison de paix, du point de vue, j'allais dire métaphorique, ça équivaut à des milliers d'années de paix. Donc ne prenons pas saison au pied de la lettre pour dire que c'est une saison un an, non, c'est aboutir de façon métaphorique à la paix, de façon, j'allais dire, constante. Donc ça c'est pour le titre de du point de vue donc métaphorique. Maintenant, si nous entrons dans le livre lui-même, si nous prenons à la page, nous passons, il y a 2 éditions de ce livre, donc nous allons prendre l'édition récente. Initialement, la première de couverture ne faisait pas référence au genre. Or, ça c'est important. Quand on prend un livre, il faut savoir à quel genre j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à un roman? Est-ce que j'ai affaire à une nouvelle? Est-ce que j'ai affaire à un conte? Tous ces éléments-là, c'est vraiment des éléments, j'allais dire techniques, mais si le lecteur n'est pas arrivé, je pense que tous les livres qu'on trouve à la bibliothèque, par exemple, c'est des romans. Or, ici, initialement, et je vois aussi que pour la 2e édition, la première de couverture ne fait pas mention donc du genre. Mais quand on entre dans le livre, à la page 3, la mention est faite que c'est un roman. Nul n'est point besoin de faire, j'allais dire, une définition du roman. Sachons tout simplement que le roman, de façon succincte, c'est une œuvre, une œuvre d'imagination qui, cependant, se veut vraisemblable. C'est-à-dire que quand je lis un roman, il faut que le roman me fasse, j'allais dire, les aventures qui se passent dans un roman me donnent l'impression que je suis dans la vie réelle. Et c'est ça, un des éléments assez importants
pour, je l'ai dit, comme trait éducatif du roman. Si je lis un roman et que dans ce roman, j'allais dire, les arbres parlent, l'eau peut parler, donc là, je ne me retrouve pas. Cependant, le roman peut fédérer un certain nombre de genres, ce qui est différent du roman lui-même, le fil conducteur du roman. Voilà, donc ici, nous avons affaire à un roman. Maintenant, nous avons affaire à un roman. Avant donc la troisième de couverture, nous avons une mention qui nous dit que le livre a été fait aux États-Unis. Donc l'édition, voilà, de l'œuvre, on peut imaginer que ça a été, enfin pas imaginer, ça a été fait par le Burkina Faso, mais édité aux États-Unis. Voilà des éléments d'information. Donc voilà quand j'ai rapidement des éléments qui peuvent permettre à un lecteur, quand tu ouvres le livre rapidement sans l'avoir lu, qui peuvent le pousser à lire le livre, qui peuvent l'amener à avoir une idée sur le livre. Ça c'est très important pour un lecteur qui veut vraiment, parce qu'on peut, à la première de couverture déjà, un livre peut vous motiver ou ne pas vous motiver. Voilà pourquoi je m'attarde, en fait, je passe rapidement sur ces aspects. Bien, donc voilà pour la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture, rapidement. Voilà. Donc, si nous passons maintenant en deuxième point à la page de garde, lorsque nous ouvrons le livre version de la page de garde, nous avons une note de l'auteur à la page suivante, le titre de l'œuvre, puis au verso à la page 4 et à la page 5, la préface de Monseigneur. Monseigneur, ancien titulaire, dont l'extrait suivant dit de Basile. Voilà un petit extrait. On ne va pas lire toute la préface. Donc, sa préface dit, parce que la préface aussi est un élément de paratexte assez intéressant qui peut vous amener aussi à vous intéresser à un livre, à entrer dans le livre, ça peut vous motiver. Généralement, quand on vous dit d'être préfacier, ce n'est pas facile. Parce que vous êtes un peu comme entre le marteau et la plume, être laudateur pour être vanté l'écrivain ou ne pas le vanter ou le critiquer, donc souvent ce n'est pas facile. Mais toujours est-il que Monseigneur Anselme Titiama Salmon dit de Bazier qu'il demeure convaincu, que Bazier, l'auteur, demeure convaincu que le respect mutuel forge la sérénité sociale. Et il évoque une nécessaire complémentarité dans une égale dignité et l'équité toujours renouvelée comme une source pour irriguer une réelle saison de paix. Enfin, va suivre donc une note de M. l'abbé Évariste. Cette note, je sens que c'est un peu une reprise de ce que Monseigneur a dit donc, dans sa préface. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. À la page 226, la table des matières nous décline, excusez-moi, la table des matières nous décline les titres des chapitres du livre. Voilà. Et à la quatrième de couverture se trouvent donc mentionnées les informations d'ordre biographique et bibliographique concernant l'auteur. Pour terminer sur ce point-là, notons que le paratexte dans son ensemble ne donne pas de renseignements d'ordre éditorial et ne fait pas mention maintenant du genre littéraire dont il est question. Donc nous avons affaire à un roman, parce que nous avons des personnages qui, voilà, il y a une interaction entre les personnages, il y a toute une aventure onirique qui est menée donc, à travers ce roman, pour aboutir donc à cette saison de paix, et qui est dans la ville de Kouleba, je crois, ou le pays de Kouleba. Donc, troisième point, les facteurs qui perturbent la paix. Et maintenant, ces facteurs qui perturbent la paix, l'auteur les évoque dans son roman. Puis, il se permet de donner des solutions qui peuvent donc conduire à la paix. Il y a dans un premier temps les facteurs naturels qui perturbent la paix. Pour parler donc de ces facteurs naturels qui perturbent la paix, l'auteur fait référence à des mythes.
c'est-à-dire qui remonte dans l'Antiquité, pour ne pas dire dans le fond des âges. On dit que donc, depuis que le monde existe, depuis que l'humanité existe, il y a eu des facteurs qui ont de façon, j'allais dire, répétitive, perturbé donc la paix. Il les évoque. En fait, pour revenir, dit que ce n'est pas nouveau que la paix puisse être, en fait, il y a toujours des perturbations de paix à des époques ou à des moments donnés donc dans la vie humaine. Donc il évoque ces facteurs. Il fait donc, dans ce sens-là, référence à des mythes, à des contes, à des légendes et à des passages même bibliques. Notamment en ce qui concerne le passage biblique, il fait référence au déluge de Noé. Donc, à un moment donné, la paix dans le monde a été perturbée par le déluge. Et cette paix-là, bon, apparemment, c'était une punition divine. Bon, c'est des facteurs perturbateurs de la paix. Donc, ceci montre qu'à des périodes intermittentes de l'histoire, des fléaux ont surgi comme de nulle part pour perturber la paix dans le monde. Au nombre de ces fléaux, comme je l'ai dit, se trouve le déluge, la peste. Vous savez que la peste, ça a durement frappé l'humanité à un moment donné, la peste noire, et plus près de nous, la Covid-19. Donc ces calamités-là, apparemment, les êtres humains les interprètent parfois, à tort ou à raison, comme des punitions divines. Comme si l'homme ayant péché, voilà, Dieu, c'est une interprétation, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit, Dieu à un moment donné a voulu, voilà, punir les hommes pour les ramener à la raison, pour qu'ils se ressaisissent, pour comprendre que la paix est quelque chose donc de primordial, est quelque chose de précieux, qu'il faut s'évertuer à tous les coups à préserver. Donc il évoque ces mythes, sans forcément dire qu'il est d'accord avec ces mythes, mais il les évoque pour nous rafraîchir en quelque sorte la mémoire. Et ensuite, mais ces mythes-là, comme Dieu, d'une manière ou d'une autre, aime ceux qu'il a créés, c'est-à-dire l'humanité, il est toujours revenu à la raison. Quand on lit dans la Bible le déluge de Noé, voilà, c'est l'auteur qui parle de la Bible, pas que c'est moi qui parle expressément de la Bible, parce que la religion parfois je suis un peu, voilà, mais c'est dans le livre. Hein. Donc, à la fin du déluge, Dieu lui-même s'est repenti. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dieu même s'est repenti d'avoir puni l'humanité avec le déluge. Et il a décidé que plus jamais il ne va punir l'humanité. Mais ce que nous percevons parfois, même avec la Covid récemment, il y en a qui ont dit que c'était une punition divine. Et l'arc-en-ciel qui est apparu à la fin du déluge, c'est un peu comme une alliance, pas un peu, dans la Bible il est dit que c'est une alliance entre Dieu et les hommes pour dire que Dieu, en voyant cette alliance de l'arc-en-ciel-là, se rappelle du déluge et se dit que je ne vais plus punir l'humanité. Donc voilà un peu ce qui ressort de ces différents mythes. Donc il y a des contes, il y a des légendes, il y a même des passages bibliques, il fait référence même à des mythes asiatiques, hein. Donc je ne vais pas lire tout ça, mais j'ai dit c'est pas pour faire un résumé. Donc il fait référence à tout ça pour attirer l'attention donc des lecteurs pour comprendre un peu l'historique de tous ces éléments. Maintenant, en marge de ces facteurs qu'on peut appeler facteurs, j'allais dire naturels, hein. Je ne veux pas dire facteurs divins, des facteurs naturels, voilà. Il y a aussi des facteurs anthropiques, c'est-à-dire l'homme lui-même. Même quand il dit que c'est Dieu qui a par exemple envoyé la Covid pour punir les hommes, ou bien c'est Dieu qui a envoyé la peste, ou bien c'est Dieu qui a envoyé le déluge, mais lui-même, en tant qu'acteur, perturbe parfois la paix. Et donc c'est ce que j'ai intitulé les facteurs anthropiques perturbateurs de la paix. Donc dans le récit de Valier, il ressort que les calamités naturelles ne sont pas seuls responsables de la perturbation de la paix. L'homme est lui-même un agent qui empêche l'avènement de la saison de la paix de façon permanente. Hein? À cet égard, on pourrait dire qu'il est, c'est moi qui dis cela, il y a de petites saisons de paix qui existent, mais l'homme n'a pas pu formater ces différentes petites saisons de paix pour en faire une saison de paix, ce qui fait que la paix est continuellement perturbée par l'homme lui-même. À travers donc le récit de l'auteur, ces éléments perturbateurs de la paix qui relèvent de l'homme lui-même sont par exemple
Voilà, dans le roman, ça ressort l'incivisme. Ça semble banal, mais ça perturbe la tête. Ça perturbe la tête. Donc, l'auteur ne pas parler de ça. Tout banalement, l'incivisme, ça perturbe la tête. Le manque de respect de la dignité, ça perturbe la tête. C'est dans le roman. Hein? Le refus ou l'oubli des bonnes valeurs traditionnelles, ça perturbe la tête. Le manque de repères spirituels. Quand aujourd'hui on va dans tous les sens, le transgenre et autres, c'est le facteur qui perturbe la tête. On ne sait pas à qui on a affaire, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. La désorientation de la jeunesse, c'est le facteur qui perturbe la tête. La jeunesse semble pas avoir de repères. La pollution, voilà. Et le terrorisme, voilà. La mise au banc de certaines catégories sociales, comme les vieilles femmes qu'on accuse à tort, de sorcières, tout ça, ça ressort dans le fond, pour montrer que on a dit qu'il y a des facteurs naturels, mais nous-mêmes, hommes, nous sommes capables quand même, si on peut le dire ainsi, de quand même d'agir sur ces facteurs pour quand même préserver ce que nous pouvons nous préserver. Donc il y a des femmes qui sont accusées de sorcières, etc., etc. Cela ressort dans le monde. Donc, à propos des traditions, l'écrivain dit ceci. Voilà. Il dit que nous sommes battus, c'est des citations dans le roman, nous sommes battus à partir de l'oubli de nos traditions. C'est parce que nous oublions souvent nos traditions, je dis bien nos bonnes traditions, parce qu'il y a de mauvaises traditions. Il y a des bonnes traditions qu'on peut activer pour agir et obtenir la paix. À la jeunesse, l'auteur dit, jeunes gens, qui appartenaient à l'univers cosmologique. Soyez les archevêques de l'ordre de l'art et de l'ordre social. C'est un terme que j'aime bien. Soyez les archevêques, jeunes gens, soyez les archevêques de l'ordre social. L'auteur le dit dans son roman. En ce qui concerne ceux qu'on nomme les trésors vivants humains, de Burkina Faso, il les évoque dans son livre. Il parle par exemple de Papa Anselme, mais en réalité c'est de Monseigneur Anselme Titiama qu'il parle dans son roman en disant Papa Anselme. Donc il dit Papa Anselme comme le sage de notre siècle, dont il faut s'inspirer dans la quête de la paix. Il y a beaucoup de trésors vivants aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de trésors vivants qu'on peut convoquer, quand il dit convoquer, à qui on peut faire référence, à qui on peut faire appel pour aboutir à cette saison de paix. Bref, si l'homme s'avère un agent perturbateur de la paix, il va sans dire qu'il peut trouver des solutions pour aboutir à la véritable saison de paix que Bazile trouve dans son livre. Donc l'homme, étant lui-même responsable de la perturbation de la paix, c'est en lui-même qu'il doit pouvoir trouver des solutions. Or, ces solutions qu'il peut trouver en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions endogènes. L'homme, ce n'est pas d'autres nationalités, d'autres traditions, d'autres personnes de d'autres pays qui viendront nous aider à avoir la paix ou à asseoir la saison de paix. C'est nous-mêmes, dans la mesure où nous serons conscients que nous sommes nous-mêmes les perturbateurs quelque part de la paix. Voilà pour ce point. Maintenant, et avant de terminer, je passe maintenant à des suggestions. Il fait des suggestions. Voilà, après avoir évoqué les facteurs perturbateurs naturels, les facteurs anthropiques, l'homme est responsable de cela, il fait des propositions. En fait, il ne dit pas que c'est des solutions miracles. Voilà, mais ces solutions-là, il nous les propose. Donc, dans son récit, pour l'auteur, cette saison de paix, l'auteur imagine donc une cité mythique. Alors, il imagine dans son roman une cité mythique qu'il appelle Pouleba, qui signifie la cité de l'hospitalité. Et donc c'est dans cette cité-là, qui symbolise donc, j'allais dire, le milieu endogène, c'est dans cette cité-là que donc pourront se faire, on pourrait dire, un forum en quelque sorte, pour aboutir à la paix. Cette cité, à travers donc un forum et les réflexions qui en résulteraient, créerait les conditions pour parvenir à la paix escomptée. Ici, nous sommes entre rêve et réalité. Parce qu'en réalité, le roman commence par un cauchemar, pour ne pas dire un rêve, qui va maintenant aboutir à la réalité.
et ainsi de suite. Donc, l'auteur pense qu'à travers un forum, on pourrait dire un état des lieux de tout ce qui fait qu'on a des problèmes en ce qui concerne la paix, on peut donc aboutir à des solutions pour trouver la paix. À cet égard, voilà ce qui est dit, ce qui en est dit. La saison de paix ne saurait être une acceptation, ne saurait être sans acceptation mutuelle. Voilà une clé pour la saison de paix. Sans acceptation mutuelle, il ne saurait avoir une saison de paix. Ensuite, il dit, la maturité d'une saison de paix passe inéluctablement par un sacrifice et un don de soi individuel. C'est-à-dire l'égoïsme ou l'ego ne peut pas être en phase avec les solutions pour aboutir à la paix. Donc, pour terminer et aboutir à la conclusion, donc je pourrais dire tout simplement que ce roman qui fait intervenir les contes, les mythes, les légendes, est un roman africain, digne de son nom, parce qu'il y a des éléments, j'allais dire un fil conducteur de tous ces éléments qui font quelquefois la particularité du roman africain. Et donc, le lecteur pourra, si en lisant le livre, voir ces éléments-là, où il y a plusieurs, j'allais dire, genres littéraires qui sont convoqués, notamment les contes, les légendes, les mythes, et puis ensuite des proverbes qu'on retrouve dans ce roman-là, qui font qu'on peut dire qu'il s'agit ici d'un roman africain digne de son nom, si je ne m'abuse. En conclusion, nous pouvons dire que cette œuvre de Baya Blaise Bazier, intitulée Une saison de paix, est le récit d'un parcours initiatique, symbolique, à la quête de la paix. L'auteur Bazier apparaît à travers ce livre comme un messager de la paix. La paix, lorsqu'elle est perturbée, est semblable à un cauchemar dont l'issue débouche inévitablement tout ou tard au réveil sur une saison de paix. Merci. Bien, merci. Alors, chères autorités, en vos titres respectifs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au Sénat de Libougou. Comme je l'ai souvent dit, la littérature est un partage, c'est une communion des âmes. Et le rendez-vous du jour, c'est le CELPAC de Libougou. Le CELPAC, c'est le Centre de lecture publique et d'animation culturelle, qui nous invite à travers justement cette communication qui entre dans le cadre, M. Baron l'a dit, de ces activités d'animation culturelle. Alors je voudrais, donc, avant de partager avec vous ma perception du livre, saluer tous ceux qui sont à l'origine de cette activité, au premier rang desquels la collectivité locale, et bien sûr l'équipe d'animation qui chaque jour se bat pour rendre le livre accessible conformément aux objectifs que nous savons pas que le coordinateur a rappelé tout à l'heure. On sait que le livre, bien qu'il soit nécessaire et utile, mobilise très peu. Pour preuve, voilà, nous sommes là. Peut-être que si on avait dit que c'est Flori ou je ne sais pas qui venait ici, il aurait fallu peut-être qu'on négocie même les cours voisins. Mais en réalité, les gens se trompent parce que c'est le livre même qui éduque et qui est à la base même de la présence sociale et de la promotion sociale, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, cette communication-là s'appuie sur un ouvrage, ce n'est pas une communication. Le thème, on ne doit pas le traiter comme ça, on nous demande de nous appuyer sur un corpus. Et le corpus, là, c'est ce ouvrage, Une saison de paix, un roman écrit par Baya Blaise Bazier, sur lequel je ne vais pas revenir, ni sur l'identité de l'auteur, ni sur la présentation générale même du livre, parce que
le doyen l'a fait tout à l'heure. Et je remercie également la coordination du réseau de CEPAL de l'Ouest pour m'avoir associé à cette activité. Parce que cela me donne l'honneur et le plaisir, j'allais même dire le privilège de côtoyer un grand homme, je nommé M. Joseph Sanou, un homme que j'ai connu en 2000. C'était à Bordeaux. J'étais professeur de français en son temps au lycée provincial de Léo. Et lui, il était conseiller pédagogique. Et en son temps, comme les inspecteurs de français, il n'y en avait pas à tous les points de vue comme maintenant. Les inspecteurs étaient seulement à Bordeaux et à Ouaga. Et pourtant, l'enseignant de français, où qu'il se trouve, peut être confronté à des difficultés pédagogiques. Là, il faut bien qu'on trouve quelqu'un sur place pour répondre à ça. Donc, l'inspection de français sous l'instigation de Mme Passéré et de Daniel Onao avait décidé de former ce qu'on appelle les profs animateurs pédagogiques. C'est ainsi que j'avais été choisi comme professeur animateur pédagogique. On n'appréciait pas de la Sicile et des Îlots et la formation, etc. Et c'est là que j'ai rencontré M. Sanou, qui faisait partie des formateurs. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas cessé d'être édifié par ces activités. Bon, pas pédagogique parce qu'en tant qu'inspecteur de français, il est condamné à bien faire. Donc, ce n'est pas sur ce plan qu'il me merveille, parce que ça c'est normal, mais c'est surtout pour ces activités scripturales. Monsieur le coordinateur l'a rappelé tout à l'heure, il a eu plusieurs prix. Et là encore, ce qui impressionne, c'est la diversité des genres. C'est ce que nous appelons un écrivain éclectique, c'est-à-dire qu'il performe dans tous les genres. Ce n'est pas seulement un spécialiste du roman, ce n'est pas seulement un spécialiste de la poésie, ce n'est pas seulement un spécialiste de la nouvelle, c'est un spécialiste de tout. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Même moi, je vous parle, j'ai eu un prix, mais c'est une nouvelle en 2018. Je ne suis pas sûr que je pourrais prétendre au même prix en poésie ou à bagage. Je voudrais que vous fassiez un pas pour lui. Et que vous continuez de faire. Sa présence ici aujourd'hui à mes côtés montre qu'il fait bien la différence entre la retraite et le retrait. Voilà, il a la retraite, mais il ne sait pas du tout retirer des activités d'éducation de la jeunesse et de la population. Et ça, c'est vraiment à saluer. Alors, une saison de paix de Bayard Blaise Bazier, comme écrit Monseigneur Anselme Titi Amassanon, ça veut dire tout à l'heure, c'est le préfacier de l'œuvre. Monsieur Bayard Blaise Bazier nous met sur la scène mondiale en pleine crise. Alors ça, déjà, ça montre que l'œuvre est rattachée, ou en tout cas un rapport avec la situation que nous connaissons au Burkina Faso depuis 2015, depuis une dizaine d'années, la situation liée au déficit sécuritaire. Même si, M. Barlow l'a dit tout à l'heure, en entrée, les améliorations sont constatables, ça et là, mais des efforts encore restent à être faits. Alors ici, l'œuvre, pourquoi je dis que l'œuvre est rattachée à la situation sécuritaire, c'est pour déjà dire que l'écrivain, en tant qu'être social, ne peut se sentir indifférent de ce qui se passe autour de lui. Je me rappelle qu'à la philo 2017, il enseigne quelque chose que c'est notre service moderne. À la philo 2017, dont le thème c'était livres et lecture dans le cadre familial, nous avons voulu chercher des livres qui traitent même de la question du terrorisme. Parce qu'il y avait, en 2017, il y avait 2 ans que le terrorisme sévissait au continent. Et il y avait toujours des débats pour même porter un nom sur ça. Est-ce une guerre civile? Est-ce des fusillés qui se trouvent ainsi de suite? Et on a cherché des auteurs qui traitaient de la thématique du terrorisme pour pouvoir l'exploiter pendant la philo et faire même comprendre ce concept-là aux autres. Mais on n'en a pas trouvé. Il y avait très peu de livres écrits par des Burkinabés en 2017 qui traitaient de la question du terrorisme. Pourquoi? Pas que les écrivains ne connaissaient pas le terrorisme, mais parce que c'est un phénomène qui n'existait pas dans leur environnement. Vous dites donc que l'écrivain est celui-là qui transpose dans le livre ce qu'il sent au fond
aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc 8 ans après, il y a beaucoup d'écrivains qui ont traité de la question du terrorisme. J'en ai même parlé dans un recueil de poèmes, et aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'un livre qui parle pas directement du terrorisme, mais des conséquences du terrorisme. Bien. Alors, ceci étant, comme je l'ai dit, l'écrivain, à partir du moment où il ressent l'inturpitude sociale, est obligé de transposer cela dans ses ouvrages. Et c'est d'ailleurs le fondement d'une des méthodes critiques qui a prospéré depuis la fin du XXe siècle, précisément à partir de 1970, ce qu'on a appelé la sociocritique. La sociocritique est une méthode critique qui se fonde sur la socialité de l'œuvre littéraire pour en dégager un sens et pouvoir donner, même comme les jeunes aiment à le dire maintenant, la quintessence de l'œuvre. Donc, ainsi, la sociocritique est l'étude des manifestations du social dans la structure d'une œuvre, en particulier un texte, notamment le texte littéraire. Alors, il y a des approches différentes, parce qu'aucune méthode critique n'a une seule démarche. Il y a plusieurs critiques qui ont fait la promotion de cette méthode-là, au point même que certains confondent sociocritique et sociologie de la littérature. Mais la sociocritique que nous convoquons est celle de Claude Duché, qui a été mise au point au début de la décennie 70, spécifiquement en 1971, qu'il a appelé la poétique de la socialité, inséparable de l'étude de l'idéologie à sa spécificité textuelle. Alors, pourquoi nous parlons de sociocritique? C'est simplement parce que nous voulons nous en servir comme tremplin pour échanger avec vous sur la paix et la cohésion sociale. Alors, pourquoi d'ailleurs on associe paix et cohésion sociale? La paix. Alors, je passe sur le constat là. Les cas il y aura des échanges et pourra compléter ou rectifier au besoin. Alors, ce que nous appelons la paix, elle est un peu différente de la sécurité. Parce qu'en réalité, la sécurité même ne favorise pas, mais souvent elle est différente de la paix. La paix, c'est la quiétude, la tranquillité, l'insouciance au bon sens du terme, c'est-à-dire que celui-là, je ne m'inquiète pas. Or, la sécurité, c'est la présence d'un dispositif qui empêche le danger de vous atteindre. Et le plus souvent, ce dispositif sécuritaire, ce dispositif-là, si il empêche celui qui est protégé d'être atteint, ça ne le tranquillise pas pour autant. Vous voyez, si moi je dois aller au marché et il faut que des chars et des blindés m'accompagnent, bon, je peux ne pas être inquiet, mais je ne suis pas du tout tranquille. Donc la paix, en fait, c'est l'absence même de menace et l'absence de signes visibles de dispositifs sécuritaires. Vous voyez que si aujourd'hui, je vous suivais, c'est normal, je suis face à vous, quand le doyen parlait, tout le monde le regardait, mais s'il y avait tout un dispositif sécuritaire autour de nous, vous avez chaque fois, vous me tournez pour regarder, d'abord s'ils sont toujours là, et si rien ne vient, donc c'est un peu ça. Alors, pourquoi paix et cohésion sociale? C'est pour dire que, généralement, la cohésion sociale, quand il y a la paix, mais c'est quand la paix est menacée qu'il faut qu'on parle, parce que rapidement, on pense que c'est mon voisin qui est à l'origine du menace qui pèse sur moi. Or, le plus souvent, le voisin lui-même il est victime pour moi, il n'est pas du tout concerné, il est pour rien. Donc, l'association de ces deux mots, de ce mot paix et de cet arbre nominal cohésion sociale montre que il faut être attentif et faire vraiment attention, comme on le dit, pour ne pas en vouloir à l'autre lorsque le centre sur l'existence est menacé. Donc c'est une politique de socialité que nous propose l'écrivain Bayard Blaise Bazier.
Alors, nous précisons ici que par social, nous voulons parler de ce qui est relatif à la société et non pas ce qui est relatif à l'humanitaire. Vous savez que social, dans ce sens-là aussi, quand on parle d'action sociale, ce que je fais par compassion à mon semblable qui souffre, parfois c'est considéré comme du social. Ici, nous parlons du sociétal. Alors, au regard de cette précision conceptuelle, nous formulons l'hypothèse que l'œuvre a un double ancrage, un ancrage social et un ancrage culturel. Alors, c'est un texte littéraire, ça l'a déjà dit, un texte littéraire, cela veut dire que ce qui est dit dedans, ce n'est pas forcément de la réalité, c'est une œuvre fictive. Voilà, ça tombe bien, nous sommes dans une bibliothèque, et dans les bibliothèques, au plus souvent on fait la différence entre les œuvres de fiction, qui sont des œuvres qui sortent de l'imagination de l'homme, et les œuvres documentaires ou scientifiques, qui sont des œuvres qui font des domaines de connaissance de l'homme. Voilà, si par exemple je prends l'exemple de Maïmouna de Abdel Sadji, si demain vous avez une mission au Sénégal, vous n'allez pas demander à ce qu'on vous montre la cour de Maïmouna. Parce que Maïmouna n'existe pas. Voilà, si vous allez à Ouaga ou je ne sais pas, voilà, nous sommes à Bédougou, vous n'allez pas demander à ce qu'on vous montre la cour de Télé, etc. Même si la littérature est d'inspiration sociale. Avec les réalités sociales, je pense qu'il a commencé par définir la paix, la sécurité, la cohésion sociale, pour aboutir à son hypothèse, à l'hypothèse qu'il a pu dégager et par rapport à l'œuvre de Baya Blaise Bazile. Alors, donc, il disait que l'œuvre avait un double ancrage. Il a commencé par l'ancrage littéraire et parallèlement à ce que M. Joseph Sanou a fait, je pense que Joseph Sanou nous avait démontré à travers les périthextes, voilà, que c'était un roman. Lui, il est passé par le contenu pour démontrer que c'était un roman parce que c'est une œuvre de fiction, mais il y a aussi une part de réalité. Voilà, donc c'est la combinaison entre fiction et la proximité avec la réalité qui prouve que c'est réellement un roman. Ça veut dire que ça respecte la technicité requise pour être appelé roman. Alors donc au niveau social, il a fait ressortir qu'il faut une adaptation de nos pratiques et à nos valeurs et à nos réalités. Voilà, donc à travers cela, Baya Blaise Bazile fait ressortir des comportements, des attitudes qu'on a et qui ne favorisent pas la paix. Il s'agit notamment de l'absence de secours. C'est-à-dire qu'on ne porte plus secours les uns aux autres. Il y a des accusations souvent insensées, non fondées. Il a fait cas de la sorcellerie. Personne n'a déjà trouvé la preuve jusqu'à présent. Pour aboutir sur le fait que Baya Blaise Bazile refuse d'être comptable à travers son silence. C'est ça qui l'amène à prendre sa plume et de faire des dénonciations. Et que ce même auteur, Baya Blaise Bazile, plaide pour le changement des mentalités. Et du même coup, il dénonce l'incivisme de la jeunesse qui, pour être un avenir certain, commence à devenir un avenir aussi qui peut inquiéter si rien n'est fait à ce niveau. Alors comme ça, Joseph également, il a fait ressortir les propositions de l'auteur. Il s'agit comme proposition, première proposition, c'est la restructuration du système éducatif, c'est la synergie entre les jeunes, la synergie même au sein de la jeunesse, c'est également l'assainissement de l'environnement familial. Donc pour terminer, le message de Baya Blaise Bazile à travers ce roman est clair. Sans amour, sans franchise, il n'y aura pas de cohésion sociale, donc pas de paix. Merci bien. Voilà. Merci à notre présentateur.
Donc, on va prendre quelques questions s'il y en a, voilà, pour que vous puissiez pousser ceux qui ont lu en profondeur l'ouvrage là, de vous donner encore plus d'éclaircissement pour mieux vous approprier le contenu de ce chef-d'œuvre de Bayard Blaise Bazzi. Bon, ma question, d'abord, je vais tenir à remercier deux panélistes, un frère qui est sécurité l'auteur fait comme écrit. Voilà, donc c'est peut-être un avant-goût qui va nous plonger déjà dans l'œuvre. Voilà, si vraiment on doit lire de l'œuvre. Voilà, maintenant je reviens à ma question. Ça s'adresse à la partie concernant M. Ibro. Voilà, donc, si j'ai bien compris, l'auteur a parlé un peu des divinités en lien avec les résolutions, voilà, des problèmes qui lient nos sociétés. Voilà, donc, si je comprends, je ne sais pas si l'auteur dans son récit veut nous faire comprendre que pour la résolution des conflits, est-ce qu'il ne faut pas, bon, si je comprends bien, il ne faut pas se contenter de la divinité, mais il faut passer à l'action. Bon, je veux comprendre si c'est ce qu'il veut dire. Voilà ma question. Moi, c'est Tarnaga, c'est vous. Tarnaga. J'aimerais d'abord remercier infiniment le modérateur, parce que c'est grâce au modérateur et à madame, je ne connais pas son nom, et que je suis là. C'est grâce à l'invitation. Vraiment, j'ai été édifié et je suis très content de la présentation du premier panéliste ainsi que du deuxième panéliste. Réellement, c'est des personnes ressources dont nous avons besoin dans la vie, dans la région, pour nous aider. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin sur les amabilités concernant les panélistes. Il y a quelque chose qui m'a tiqué sur l'ouvrage. Parce que quand le premier panéliste faisait son exposé, et ça ne concordait pas. Il parlait de la quatrième de couverture, il y avait des données qui disaient, moi je n'avais pas ces données. C'est après que j'ai constaté que non, il y avait deux éditions. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Et surtout l'édition que je tiens là, réellement, bon, disons, il est pauvre. Il n'y a aucune mention de date, d'éditeur et de lieu de publication. Pourtant, quand on veut étudier ça, il faut ces dates, il faut ces données-là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Voilà, je vous remercie. Et la nouvelle que je n'en veux pas, je précise que je ne savais pas qu'il y avait l'effet du temps. Voilà, je sais qu'habituellement on dit dans le dictionnaire court récit, long récit et c'est fini. Je constate qu'aujourd'hui, selon l'étalement du temps, on peut en définir que c'est un roman ou c'est une nouvelle. Voilà, c'est nouveau pour moi. Maintenant, bon, concernant le lui-même, j'avoue que ce thème est actuel, surtout nous qui sommes dans la Coupe du Monde. Je ne dirais pas que nous sommes dans le cyclone, mais nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin. Et je pense que l'heure est la bienvenue dans les pistes de solution pour la paix. Voilà. Et au vu de ce qui se passe, et ce qui s'est passé, je précise davantage. Il y a eu d'abord, je ne vais pas préciser qu'on ne peut indexer, mais tout le monde sait de qui je parle. Il y a eu d'abord des accueils d'une certaine population dans les villages, et tout s'est passé très bien.
Et après, ces mêmes populations nouvellement venues se sont imposées, on chasse les autochtones par les armes. Et aujourd'hui, avec un peu de retour de la paix, ces mêmes populations autochtones chassées reviennent à leur lieu originel. Et les anciennes, les populations qui ont chassé, eux, ils ont fui. Et j'en suis arrivé à la question de finalement comment rétablir l'équilibre. Et par l'œuvre que j'ai écoutée, je constate que le retour aux valeurs anciennes me laisse croire que ce n'est pas nouveau dans nos sociétés. Voilà. Si on fait des retours en arrière, la confrontation dans l'histoire, ça ne manque pas. Et certainement, si les choses s'y restaurent, c'est parce qu'il y a aussi des références traditionnelles ou culturelles qui permettent d'apaiser et de revenir à la situation initiale. Et pour ça, je vois un peu les coutumiers, je vois les religieux. Quand tu es religieux, pas forcément, voilà, c'est celle que nous connaissons, c'est tout le monde, y compris la religion traditionnelle. Voilà. Et c'est vrai que ça a traumatisé, mais on peut espérer avec le retour de le recours de nos valeurs traditionnelles, que bon, on tentera le temps que tout le monde pardonne et qu'on revienne à la situation. Mais bon, je reconnais que ça va prendre tout le temps qu'il faut, parce que les cicatrices, il faut les attendre pendant longtemps. Voilà, j'en ai fini. Voilà, je tiens à féliciter le panéliste et le modérateur de cette conférence. Mais bon, j'ai compris qu'il fallait peut-être un peu lire l'œuvre avant de venir, j'ai dit qu'il fallait pouvoir se situer. Le cas serait le tien. Lorsque je prends le premier panéliste, il a un peu expliqué les facteurs qui perturbent un peu la cohésion sociale de la paix. Donc, il a parlé des actions, des facteurs naturels et aussi des actions anthropiques. Mais je ne sais pas, pourquoi on n'a pas lu l'œuvre, est-ce que les différents conflits qu'on rencontre un peu dans nos sociétés, est-ce que ça ressort un peu dans l'œuvre, notamment les conflits liés à la chefferie, les conflits liés aux ressources naturelles. Bon, c'est sur le les conflits élevés agriculteurs qui constituent, pour ne pas dire, le premier type de conflit, généralement qu'on rencontre un peu dans les villages. Je ne sais pas si l'œuvre un peu fait cas de ce type de conflit, puisque c'est vraiment des facteurs qui vraiment menacent un peu la paix et la sécurité aussi dans les villages. Et aussi les différents mécanismes endogènes proposés. Et c'est pas, comme il y a plusieurs choses dans l'œuvre, c'est une œuvre de 10 et quelques pages. Et c'est pas si la journée de communauté et le conseil des anciens, et tous ces paramètres-là sont pris en compte un peu dans l'œuvre. Donc, je voulais un peu comprendre un peu ces aspects-là. Est-ce que aussi même les mécanismes juridictionnels, voilà, parce que ça aussi, à un moment donné aussi, ça ne résout pas en fait, le conflit, ça ne fait qu'aggraver un peu la situation, voilà, lorsque la population retourne un peu sur son terroir. Parce que si déjà deux personnes partent en justice, vous savez que s'ils reviennent au village, c'est ceux qui ne vont pas se faire. Voilà pourquoi, même dans la loi sur le 34, une loi qui est sur le fossé, même préconise que les acteurs à la base même puissent vraiment résoudre de façon endogène les conflits qu'ils rencontrent au lieu d'aller vers les juridictions. Je ne sais pas si l'œuvre est plus proche de tous ces aspects-là. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Moi, c'est Gano Boulema. Gano. Voilà, c'est Gano Boulema. Ok, vraiment, merci aux panélistes. Bon, on n'a pas les coordonnées de l'auteur de l'ouvrage, sinon on va vraiment l'appeler pour
il traduit toutes nos félicitations par rapport à l'ouvrage. C'est une œuvre d'après, en tout cas, les panélistes, qui est beaucoup relative à l'actualité sécuritaire. Et j'ai été vraiment attentif et suivi vraiment avec attention surtout les facteurs anthropiques, perturbateurs de la paix. Et au nom de ces facteurs-là, il y a le terrorisme qui a été cité. Et en termes de solutions, je n'ai pas vu une solution particulière, spécifique au terrorisme, alors que présentement, je peux dire que c'est l'une des luttes que notre gouvernement est en train de mener et qui est en train certainement d'empiéter sur les autres domaines de développement. Voilà. Je ne sais pas si dans le roman, l'auteur a fait cas d'une solution spécifique par rapport au terrorisme qui est l'un des facteurs anthropiques perturbateurs de la paix sociale. Ainsi, il nous faut certainement lire impérativement l'ouvrage pour découvrir ces solutions, pour nous rassurer. Là, nous allons aller vraiment à la lecture. Même sans ça, nous allons en tout cas nous procurer donc l'ouvrage pour partager la connaissance avec l'auteur. Alors donc, je vais inverser un peu, commençant par M. Tarmanda, parce qu'il a posé une question, et je pense qu'effectivement c'est une édition autre que la première. Voilà, parce que mon collègue, quand j'ai vu la première édition, en fait, l'ouvrage n'était même pas fait pour sortir sur papier. Si vous partez sur Amazon, ça est directement là-bas pour acheter en ligne. Mon mot, je n'étais pas d'accord. Ça n'a pas été conçu pour le format papier. Et comme il était au pays, on dit, mais maintenant on passe au format papier. Ils n'ont même pas demandé notre avis, ils ont lancé le tirage avant. Donc on a vu le premier exemplaire, on a scopé en fait. Et donc il fallait donner, par exemple, l'analyse qu'il a donnée. Au début jusqu'à la fin, c'était une fois que c'était dans le roman. Donc il fallait donner des aspects généraux, voilà, pour pouvoir, parce que je pense que c'est en repartant, après même le tirage, qu'il a fait le dépôt légal. On ne peut même pas sortir. Et vous voyez, aujourd'hui vous prenez la première édition, vous allez voir qu'effectivement c'est imprimé aux États-Unis. Et voilà, avec une structure, je ne sais pas comment on appelle encore, c'est précis avec des liens. Et puis nous, on n'aime pas le papier blanc qui n'est pas le papier de lecture. Donc on a exigé de lui que ce soit le papier de lecture. Donc on a fait des aménagements pour qu'il y ait le format papier à la disposition rapidement de la jeunesse en fait. Voilà, donc effectivement, même la pagination, on a changé dans la présentation de sorte que la pagination là n'inquiète pas. Parce que je pense que la première œuvre partait jusque dans les 250, 260. Voilà, ici vous voyez que ça ne vaut même pas 200. Et on a changé un peu la présentation. On n'est plus rentré dans le circuit de l'édition et autres, puisque en ligne il y a un code barre. Mais on n'avait pas le code barre original chez nous ici pour faire paraître la déchet. On dit néanmoins, nous on veut notre roman. Voilà comment ça s'est passé en réalité. Voilà, sinon en réalité c'est conçu pour être sur Amazon uniquement. Voilà, vous savez que le Burkina, le Mali, le Niger avaient été fermés sur Amazon. Donc les autres pays pouvaient acheter, aucun Burkinabé ne pouvait acheter. Donc il fallait lui expliquer tous ces aspects-là. C'est bien écrit, ça y est à l'international, ça y est en ligne, mais nous, on n'est pas là-bas. Nous, on s'adressait à M. Irudo, et tu as suivi la question un peu. Voilà, il demandait les divinités en lien avec la résolution
Voilà, des conflits en réalité, c'est ça? Monsieur Porgo. Voilà, exactement. Ok. Alors, merci. Donc, avant de répondre à cette question, je voulais, en complément à ce que vous avez dit, que tout écrivain se nourrit des remarques de ses lecteurs. Donc, tout ce que vous avez comme observation sur lui, si vous arrivez à faire remonter cela, c'est sûr que vous en tiendra compte, que ce soit pour ce livre ou pour les livres à venir. Et c'est aussi valable, il y a un qui a demandé si, bon, voilà, il n'avait pas encore lu le livre, sinon il aurait pu échanger avec l'auteur. Il y en a même qui a souhaité avoir son contact. Bon, moi je le connais, je l'ai rencontré en 2017 et tout récemment. C'est un homme de contact. Donc dans tous les cas, nous allons demander à M. Barreau de remonter ce souhait-là, de nous remonter cela. Peut-être qu'un jour il reviendra, on ne sait pas, petit groupe, pour vous rencontrer. Parce qu'effectivement, sa présence aurait encore davantage permis au niveau de la tête. Alors je viens à la question de M. Porgo. Alors je vais reformuler votre question, parce que je la comprends. En fait, vous pensez que l'auteur met en cause les divinités africaines et il demande de ne pas aller vers elles pour résoudre les problèmes. Non, il ne s'agit pas de divinité, il s'agit de divination. Qu'est-ce qu'il appelle divination? En fait, c'est les charlatans. Lorsque vous partez les voir poser un problème, sans même chercher, on vous dit, ah non, c'est ton frère. Ou bien c'est la bonne dame qui vit à côté de toi, il faut que tu la tues, sinon tu n'auras jamais la paix. C'est surtout ces cas-là qu'il dénonce comme étant des facteurs qui ne militent pas en faveur de la cohésion sociale. Sinon, on ne peut pas faire la promotion de l'androgénéité et en même temps combattre les questions de divinité. Dans la discipline de mise en cause des divinités, c'est surtout des divinations, des charlatanismes, c'est surtout dans ce sens. Voilà, merci. Monsieur Serda Herman, voilà, je pense que lui, il a fait plutôt des suggestions, c'est bien ça. Il a parlé du retour aux valeurs anciennes. Le retour aux valeurs anciennes, ce n'est pas une chose nouvelle. Donc nous devons travailler à revaloriser davantage notre attachement à ces valeurs anciennes pour résoudre les problèmes. Je pense que il a fait une analyse dans ce sens. Alors, M. Bakala, comme M. Nyou, il y avait c'est M. Segna Herman, c'est bien ça? Voilà, donc une définition du roman et puis des nouvelles. En fait, c'est ça le sens des conférences. Vous imaginez si les étudiants de l'être moderne, comme leur chef de département a dit, étaient là, il y a une question majeure en littérature qui était résolue à leur niveau. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que une nouvelle? Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le roman? Vous voyez que le rôle de ces gens de conférence, il s'agit de ça. Et moi, je suis très content que vous ayez perçu cette différence-là de façon simple, ordinaire, facile à expliquer à tout le monde, parce qu'il a fait même à travers un exemple. Voilà, donc votre proposition également, c'est ce qui est dans l'œuvre en fait, c'est le retour à nos valeurs anciennes pour résoudre les problèmes. En fait, on le dit, mais on ne le fait pas. Il faut qu'on le fasse en fait un jour, et pour que ces difficultés qu'on vit là puissent s'arrêter. Voilà, donc il y a M. Bakala et M. Youmou qui s'adressaient à M. Sanou Joseph. Voilà, donc les différents conflits, et à M. Bakala qui demandait si les différents conflits dans nos sociétés ressortent-ils dans l'œuvre exactement. Les différents conflits qu'on a là, est-ce que ça ressort effectivement dans l'œuvre? Il dit un roman, tout comme par exemple une nouvelle, est une œuvre de fiction. Et comme le docteur l'a si bien dit, en tant qu'homme attaché de santé, bon, c'est une métaphore aussi, il a proposé une prescription.
Mais en réalité, c'est vraiment pas un panorama de tous les mots sociaux qui peuvent aller à l'encontre de la paix qu'il est invité dans son moment. Et il n'a pas fait de proposition concernant vraiment tous ces aspects-là. Il les a évoqués d'une manière ou d'une autre, si on lit entre les lignes, il les a condamnés en quelque sorte. Notamment par exemple pour le terrorisme, ça a été évoqué, sans que quand on lit que l'auteur dénonce cela, mais sans pour autant faire une proposition, excusez-moi, le terrorisme, vous me résoudre, il faut ça, non. C'est des aspects évoqués, condamnés, un peu comme par exemple les sorcières. Voilà, il a dit, quand on dit sorcière, on voit le côté négatif. Les sorciers, on peut penser qu'il y a de bons sorciers. Donc tous ces aspects-là, on les a évoqués sans pour autant proposer des solutions en tant que telles. En réalité, dans mon intervention, j'ai parlé de solutions. C'est vraiment pas des solutions, c'est un filigrane en réalité. Je veux dire, c'est entre les lignes qu'on comprend qu'il propose ça. Et à travers des citations, des passages qui développent. Bien sûr, il ne dit pas, par exemple, pour le civisme, il faut ci, il faut ça. En fait, c'est des aspects évoqués, condamnés, sans pour autant vraiment faire une proposition qui a été de façon systématique. Voilà. Quand il dit, par exemple, la jeunesse doit être, il faut une cohésion entre la jeunesse pour que la paix arrive. Bon, c'est dit comme ça, mais ce n'est pas la solution, j'allais dire, unique en tant que telle. Donc voilà, il y a plusieurs aspects qui sont évoqués. Moi, en tant que panéliste, j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments. Si vous avez bien remarqué, lui, dans les côtés proposition de solution, ce n'est pas les mêmes aspects qui sont ressortis. Donc lui, les propositions de solution qu'il a dégagées à travers sa lecture, ce n'est pas plus ou moins, ce n'est pas exactement ce qu'on a dégagé. Donc c'est une autre manière de lui. Enfin, je dis chacun avec sa vision et sa sensibilité, qui a pu repérer un certain nombre d'aspects qu'il a pu mettre à votre disposition en tant que tel. Donc, je vais revenir un peu aussi sur le livre. Voilà, peut-être que ce n'est pas le trop. Et quand le livre est paru, effectivement, nous deux, ayant participé à la présentation du livre, nous avons vu un certain nombre d'éléments qu'il fallait corriger. Et nous avons porté cela à l'attention de l'auteur pour qu'il puisse le revoir. Mais un aspect peut-être que j'ai occulté, peut-être dans la présentation, c'est de dire que le livre, il faut vraiment être attentif dans sa lecture, sinon ce n'est pas donné. C'est ce que je peux dire tout simplement. Donc en tant que présentateur, je vais vous dire cela, pour ne pas que quand vous allez vous promener dans le livre, ce n'est pas un livre où, par exemple, une aventure commence, j'allais dire, au village, après ça se poursuit à la ville, ça va en France, et ainsi de suite, et puis c'est fini. C'est là, dans un certain nombre de méandres qu'il faut pénétrer. Il faut dire que la lecture est ardue. Ça, je vous le dis, sans vous décourager aussi de l'acheter. Voilà. Moi, je vais être honnête intellectuellement sur ce point, pour que vous soyez guidés. Voilà pourquoi, sans nous jeter des fleurs, nous lancer des fleurs, cet éclairage peut donner des pistes de lecture pour ne pas se buter à la lecture. Vous permettez, hein? Voilà, c'est ce que je vous dis. Sur le roman, on ne dit pas voilà les solutions clairement. On met des gens en scène, on met des situations en scène qui fait penser à ces aspects. Par exemple, le manque de considération, l'irrespect, l'incivisme, M. Boudou est revenu là-dessus, mais vous voyez qu'il donne des situations pour dire que c'est de ça il est question. Vous voyez la vieille dame qui était au milieu de la tempête et les jeunes qui se moquaient de lui, ça fait penser à quoi? C'est un manque de respect, c'est un manque de considération, mais le romancier ne dira pas quel manque de respect, manque de considération. Et tu vois, nous-mêmes dans la vie, après c'est faire en sorte que c'est la même chose quand nous regardons des comportements et nous disons que ça c'est pas juste, ça c'est impoli,
Ça, c'est pas. En fait, le roman est écrit comme la vie. Voilà, c'est nous-mêmes, nous lisons, on dit, mais ce comportement, c'est un manque de respect. Merci au modérateur. Je crois que ce soir, en tout cas, c'est comme si on avait un peu voyagé dans le roman, voilà, sans avoir lu les lignes. Et vraiment, je crois que ce panel était donc bienvenu. Alors, c'est par rapport aux solutions proposées par l'auteur. Donc, j'échangeais en off avec madame. Je lui disais, je dis, bon, la cité qu'il a réfléchi, qu'il propose, et en fait, n'est pas, comment on appelle ça, une solution, une nouvelle solution, quoi. En fait, j'ai l'impression, quand je regarde la situation actuelle, la crise que nous vivons, et surtout quand on contextualise les livres par rapport au contexte actuel, je trouve que peut-être que nous avons la solution. Voilà. Nous avons la solution, mais il y a que nous sommes des humains. L'ego qui est là, les rancunes, les vengeances. Sinon, la première solution, à mon sens, est peut-être la meilleure actuellement. Voilà, accepter l'autre. Mais comment y parvenir? C'est une solution, mais encore faut-il peut-être étudier les pistes du comment y parvenir. Voilà. Sinon, je crois que tous les Burkinabés actuellement ont soif de la paix. Voilà. Et ceux qui sont révoltés et ceux-là qui sont victimes, donc les victimes c'est un peu partout, nous avons aussi la solution. La calebasse qui est là, sous le baobab, elle est bien silencieuse, mais pas. Voilà, elle peut contenir tout comme on l'avait dit au début, de l'eau du pardon, l'eau de la réconciliation, de la fraternité. Mais il faut qu'on accepte de boire cette eau. Mais l'orgueil, l'ego, les rancunes et tous ces sentiments qui nous entourent actuellement, comment baisser la température, la tension. Je crois que peut-être on lance autre chose à l'auteur, s'il peut encore réfléchir et nous faire d'autres propositions. Sinon, nous souscrivons à son école. Voilà. Merci bien. Le 1er décembre passé, ils étaient à l'origine. Je pense qu'on accompagne l'auteur depuis 2018 en fait. Voilà, donc M. Ilebouzo a eu l'occasion de le côtoyer dans le revoir en 2018. Et M. Sanou également. Voilà, donc c'est là-bas aussi, ils se sont connus. Et donc à partir du deuxième roman, je pense qu'on s'appelle l'équipe qui gagne, c'est ce qui a fait qu'il a voulu qu'eux, même à son absence, puissent continuer de faire connaître le contenu de l'ouvrage à certaines villes du pays. Alors donc on remercie tout le monde. Voilà, donc on remercie ceux qui ont représenté les différentes autorités. Voilà, donc vous allez leur transmettre aussi nos remerciements. Et moi, je suis impressionné. Je dis, bon, finalement, il faudrait toutes les autorités, toutes les dames, parce qu'elles viennent vraiment où elles se font représenter. Vous savez qu'il y a beaucoup de chefs de gens, les familles sont ailleurs. Quand c'est le week-end, il y a certains d'elles qui sont là, mais malgré tout, avec vous, se font toujours représenter. Alors donc, on vous remercie. On souhaite que ce qu'on a dit puisse vous servir dans vos pratiques quotidiennes, que ça puisse faire école et que ça puisse toucher le maximum de personnes, que la paix tant recherchée depuis quelques années, qu'on puisse la retrouver rapidement. Merci à tout le monde et bon vent à l'auteur et bon week-end à vous tous et bonne reprise le lundi. Je vous remercie.